1943. Après avoir été percutée par un camion et conduite d'urgence à l'hôpital, Lois Lane, inconsciente, rêve de développer les super pouvoirs de Superman après avoir reçu une transfusion sanguine de ce dernier. Même si elle ne reste que le fruit d'un songe, il s'agit bel et bien là de la toute première idée d'un Superman au féminin, émise d'ailleurs par le papa de ce dernier, Jerry Siegel lui-même. La première dénomination Supergirl arrivera elle 6 ans plus tard lorsque, sous la plume de William Woolfolk, le titre, toujours officieux, sera porté par une certaine Lucy, reine de Borgonia, une nation fictive sud-américaine. Athlète hors pair aux capacités extraordinaires, la jeune souveraine croisera la route de Superboy lors d'un bref passage à Smallville, ce qui lui vaudra de partager l'affiche du 5e numéro de la série Superboy. Mais il faudra attendre encore une décennie pour que le personnage tel que nous le connaissons aujourd'hui voit enfin le jour. Et c'est le scénariste Otto Binder, créateur de Mary Marvel, qui finira par en délivrer sa version la plus connue, moyennant plusieurs expérimentations. Après une première tentative, saluée par les lecteurs en 1958, dans une histoire où Jimmy Olsen fait apparaître par enchantement un alter ego féminin à Superman grâce à un totem magique, Binder récidive via un récit dans lequel Clark, sous l'emprise d'une illusion, se persuadera d'être une fille et se fera appeler Claire Kent, la Super Sister. Enfin, toujours sous l'impulsion du rédacteur en chef Mort Weisinger, il parviendra à son ultime ébauche avec la création de Kara Zor-El en 1959 dans le Action Comics 252, signant de ce fait la Supergirl officielle de DC Comics. Dessinée par Al Plastino, elle est la fille de Zor-El et d'Allura Inze, nièce de Jor-El, et connaîtra le même destin que son cousin Kal, évacué de la planète Krypton avant sa destruction, à la différence qu'elle n'atterrira parmi nous qu'à l'adolescence. Les 60s voient la demoiselle fraîchement débarquée sur Terre intégrer la Légion des super-héros et ses débuts republiés dans le Giant Superman Annual. Époque oblige, Supergirl est très souvent reléguée au second plan, et même si son existence est officiellement révélée au monde par Superman lui-même en 62, ce n'est que 10 ans plus tard que la blondinette obtiendra sa propre série, qui démarrera en 1972 donc avec Supergirl 1, et qui s'étalera sur une dizaine d'épisodes. Exploits en solo qui trouveront un second souffle dès le début des années 80 avec un nombre d'épisodes doublé pour sa nouvelle série The Daring New Adventures of Supergirl. Entre-temps, Jerry Conway, Rick Estrada et Wally Wood imagineront une version alternative au personnage originaire de Terre 2, Power Girl. Pour son 25e anniversaire, l'ado kryptonienne est propulsée sur grand écran et a droit à son propre film, réalisé par Janos Vark, dont le but est bien évidemment de renouer avec le succès international du film Superman de Richard Donner. Helen Slater prête ses traits à Kara et le long métrage paraît en 1984. Mais le résultat escompté n'est pas au rendez-vous, le film fait un bide monumental et il se dira d'ailleurs que c'est cet échec qui força les décideurs de DC Comics à faire disparaître Kara en la faisant mourir un an plus tard face à l'Anti-Monitor dans le crossover géant Crisis on Infinite Earths de Wolfman et Perez. Le sacrifice spectaculaire de Supergirl la fera rentrer définitivement dans la légende des super-héros, mais également disparaître pour une période de 3 ans, après laquelle elle reviendra dans une version inédite et très éloignée de la principale, et ce sous l'influence de John Byrne. Le retour du personnage de Supergirl s'opérera alors en 2 étapes. Tout d'abord, en 88, lorsque John Byrne créera par l'intermédiaire d'un Lex Luthor alternatif Matrix, une forme de vie artificielle, puis en 1996, lorsque cette dernière fusionnera avec le corps de Linda Danvers, une jeune délinquante, pour former une nouvelle Supergirl, sans ascendance kryptonienne, la volonté de DC étant alors de faire de Superman le seul et unique rescapé de cette planète. Après Power Girl en 1976, une nouvelle version alternative voit le jour en 2003, Sir-El se présentant comme étant la fille de Superman et Lois, venue du futur, mais s'agissant en réalité d'une humaine modifiée et manipulée par Brainiac. Tant d'imitations, de variations qui ne parviendront toutefois jamais à faire oublier Kara Zor-El, l'original, qui marquera quant à elle son grand retour dans l'univers DC dès 2004 grâce à Jeff Loeb et au dessinateur Michael Turner. Les 2 artistes délivreront une jeune fille au comportement farouche et peu incline à l'intégration et qui devra apprendre progressivement à accepter l'humanité avant de la servir sous la houlette de son cousin l'homme d'acier.
L'aube renoue pour ainsi dire avec les origines kryptoniennes du personnage de 1959 et c'est cette version qui redeviendra canonique dans la mythologie. Enfin, c'est sur le petit écran que le personnage prendra vie, d'abord sous les traits de Laura Vandervoort dans la série TV Smallville dès 2007, puis sous ceux de Melissa Benoît dans son propre show CW à partir de 2015. Sur Krypton, elle l'était, Kara Zor-El, et sur Terre, elle devra adopter de multiples identités civiles, Linda Lee, Linda Lang, Linda Danvers, en fonction des versions. Sa première apparition remonte à 1959, elle mesure généralement 1m65 pour 61 kg, elle est née à Argo City sur Krypton, son père est Zor-El et sa mère Allura Inze. En fonction des histoires, elle est soit journaliste, soit actrice, soit une simple étudiante. Elle est rarement en couple. Sa qualité principale est un courage sans précédent dont elle a fait preuve lors de Crisis on Infinite Earths. Et puis on pourra lui reprocher éventuellement une certaine misanthropie et un regard parfois condescendant sur l'espèce humaine. Ses super pouvoirs sont les mêmes que ceux de son cousin, invulnérabilité, super vitesse, super force, thermovision, vision à rayon X, une vision télescopique, microscopique, un super souffle et une super ouïe, bien évidemment la capacité de voler. On pourra noter que Kara Zor-El, contrairement à son cousin, est également capable d'observer à travers le spectre électromagnétique, mais également d'emmagasiner suffisamment de radiations solaires pour les faire exploser dans une nova destructrice. Elle maîtrise l'art martial kryptonien, le Klurkor, elle est multilinguiste et dispose d'un super intellect. Ses faiblesses sont les mêmes que Superman, les différentes formes de kryptonite, les radiations d'un soleil rouge, la magie, le plomb, qui limite sa supervision. Généralement, elle officie sur Terre et à Metropolis, et son ennemi principal, en tout cas depuis l'ère New 52, c'est Rain. Concernant ses faits d'armes principaux, on pourra noter qu'elle a été entraînée par les Amazones de Themyscira, qu'elle s'est sacrifiée pour sauver le multivers, qu'elle a rejoint la Légion des super-héros, et puis elle a été également membre du Red Lantern Corps d'Atrocitus. D'ailleurs à ce sujet on l'aura vu vaporiser littéralement un océan grâce à sa thermovision. Il est à noter également qu'elle possède Comet, un super cheval, et il se dit également qu'elle serait beaucoup plus puissante que son cousin Superman, cela dû à une bien meilleure assimilation de l'énergie solaire. Sauvée par ses parents de la destruction de sa planète natale Krypton, Kara, à la suite d'un incident de parcours qui causera la déviation de sa navette, n'arrivera sur Terre que plusieurs années après son cousin Kal-El. Là, elle devra petit à petit y apprendre à cohabiter avec l'humanité, qu'elle finira par servir aux côtés de Superman. Bien le bonjour les 5 CEOs, aujourd'hui Trombiloscope sur Supergirl. Plus précisément Kara Zor-El. Bah écoutez, c'est parti, sans attendre. J'ai 2-3 trucs à vous conseiller, c'est pas énorme, donc cette vidéo sera assez courte. C'est un personnage qui, moi, m'intéresse très peu, Supergirl. Cela dit, j'ai quand même bossé un petit peu afin d'essayer de proposer des choses un peu originales, entre guillemets. Enfin, on reste dans le domaine d'Urban Comics, hein, donc on reste dans le comics ZVF, donc il n'y a pas non plus 50 000 choses, donc ça risque d'aller vite quand même. Allez, bam, Supergirl New 52, alors... Généralement, je parle que de choses que j'aime. Voilà. Ça sert à rien de vous donner envie d'aller vers quelque chose que je n'aime pas. Voilà, ça n'a aucun putain de sens. Donc généralement, dans les Trombiloscopes, je suis censé parler que des choses que j'ai aimées. Pour cette raison, je ne parlerai pas du film, je ne parlerai pas de la série CW. J'ai vu des extraits. Non. Voilà, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas exceptionnel. Voilà. Alors, il n'y a qu'un tome. Ça sert à rien de chercher le deuxième, les petits gars, parce qu'Urban a décidé que le succès n'ayant pas été au rendez-vous, ça ne servait à rien de se faire chier avec cette série. Donc en fait, il n'y aura qu'un tome. Voilà. Donc c'est Supergirl New 52, hein, voilà. C'est scénarisé par Michael Green, Mike Johnson, et c'est dessiné par Mahmoud Asrar, qui est un dessinateur turc, je crois, et c'est magnifique. Très très joli. Voilà. Alors c'est pas une lecture exceptionnelle, on est sur un reboot complet du personnage, hein, donc une nouvelle origin story, même si elle répond au canon habituel. À la différence que cette fois-ci, Kara s'écrase en Sibérie. Bam. Voilà. Forcément, l'accueil russe est un petit peu moins chaleureux que l'accueil américain. Et donc elle va devoir découvrir ses nouveaux pouvoirs, elle va être forcément recherchée,
Enfin voilà, elle va avoir un début de carrière beaucoup moins apaisé que celui de Superman, que celui de Clark Kent. C'est bourré d'action, vraiment, c'est-à-dire qu'on est sur une lecture blockbuster, ça n'arrête pas de A à Z, c'est du fight en fait. C'est pas génialissime, mais il y a un rythme qui est quand même bien travaillé, avec beaucoup d'action, peut-être même trop, j'ai envie de te dire. Mais au moins pour le coup, si vous voulez voir Supergirl vénère, bah là, il n'y a pas mieux. On a création de Rain, voilà, c'est la demoiselle là. Rain, c'est un personnage qui est amené à devenir, j'imagine, par la suite très important, dans le sens où, avec ce personnage, ils ont voulu créer enfin un ennemi à part entière à Supergirl. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire lui créer son Joker à elle, en fait, son Lex Luthor à elle. Donc Rain, voilà, j'imagine que s'il y a un film Supergirl qui est prévu à l'avenir, il y a de grandes chances qu'on reprenne ce personnage de Rain qui trouve sa toute première apparition ici, dans ce bouquin, pendant cette époque New 52. Donc rien que pour ça, ça peut être intéressant de lire New 52 Supergirl, parce que vous avez la première apparition de Rain. Voilà. Même si je le répète, c'est pas non plus transcendant. Alors après, on a quelque chose d'un peu plus qualitatif quand même. C'est le Superman Batman, ça existe en 2 volumes, ici on est sur le tome 1. Et en 2004, Jeff Loeb, il décide de ressusciter Kara Zor-El, qui n'était plus apparu depuis sa disparition dans Crisis on Infinite Earths en 1985. C'est-à-dire que Kara Zor-El, il y avait eu d'autres versions de Supergirl entre-temps, mais entre 1985 et 2004, donc pas loin de 20 ans, eh bien, Kara Zor-El n'existait plus. Et donc Jeff Loeb, il a décidé de la faire revenir dans son run de 2004, Superman Batman, notamment dans l'épisode 8. Bam, voilà, celui-ci. Kara Zor-El, donc, jeune adolescente kryptonienne dont le vaisseau se crache dans la baie de Gotham City, et forcément t'as Batman qui est sur le coup. Voilà. Et donc cette jeune fille, cette jeune adolescente, cette blondinette, très jolie d'ailleurs, qui prend peur, qui s'évade de sa navette et qui commence à foutre le boxon malgré elle dans Gotham City. Jusqu'à l'arrivée de Superman, qui va très vite comprendre qu'il s'agit là de sa cousine, voilà, qui est arrivée sur Terre bien après lui pour des raisons techniques. C'est-à-dire qu'en fait sa navette, elle a été déviée dans l'espace, et donc du coup, alors elle n'a pas vieilli entre son départ de Krypton et son arrivée sur Terre. Elle a erré pendant des années dans l'espace, mais du coup le temps ne se déroule pas de la même façon que chez nous, donc du coup c'est pour ça qu'elle n'a pas vieilli en fait. Et quand elle arrive, elle est déjà adolescente, à la différence de Clark qui quand lui arrive il est bébé, tu vois. Voilà. Donc nouvelle origin story pour Kara Zor-El. Voilà. C'est magnifique, c'est Michael Turner au dessin, c'est juste sublime, à chaque page tu prends une claque, bam, voilà. Kara, elle est toujours dessinée avec une bouille presque une bouille de bébé, tu vois, c'est-à-dire qu'elle est mignonne, tu vois, et je trouve que c'est très bien retranscrit. Il y a vraiment ce côté adolescente, presque un peu naïve, qui fait plaisir, et d'ailleurs ça se retrouve dans sa caractérisation, parce qu'on est en présence d'une adolescente naïve. C'est-à-dire qu'elle vient d'arriver sur Terre, elle parle pas un mot d'américain ou d'aucune langue sur Terre, elle parle en kryptonien, elle n'a aucune connaissance de nos us et coutumes, et donc elle va devoir apprendre à vivre avec ça. Et afin de la canaliser un peu, eh bien, Batman l'oblige, avec l'aide de Wonder Woman, à aller s'entraîner sur Themyscira. Alors est-ce que je vais vous retrouver ça? Voilà, regardez-moi ça si c'est pas beau. Est-ce que c'est pas beau ça? Donc voilà, ça va lui permettre de canaliser ses pouvoirs, de canaliser sa rage, toute sa fougue d'adolescente, et puis d'apprendre les valeurs des Amazones et d'apprendre l'art du combat. Il faut savoir que Supergirl elle est plus puissante que Superman, je l'ai appris en faisant ce trombinoscope, parce que déjà d'une, elle a une meilleure assimilation des rayons solaires, elle les conserve plus longtemps, et puis en fait elle a une telle assimilation des rayons solaires qu'elle est capable de les stocker pour les faire exploser dans un rayon, en fait une nova en fait tout simplement. Un pouvoir qui existe depuis l'époque New 52 d'ailleurs. Pouvoir qui existe depuis ça, voilà, qui n'existait pas avant.
Et puis, Kara, elle maîtrise le combat façon Themyscira, quoi, tu vois. Donc forcément qu'elle met une déculottée à son cousin. Et il y a Darkseid qui vient foutre le box, qui vient essayer de la kidnapper. Voilà. Évidemment, vous l'aurez compris, ça c'est ce qui a servi de base à l'animé Superman Batman Apocalypse dont on va parler juste après. Mais voilà, Superman Batman tome 1. Alors il y a le tome 2 qui existe, dans lequel on retrouve également Supergirl, donc procurez-vous les deux, comme ça vous avez tout. A noter que dans le tome 2 d'ailleurs, il y a un arc avec une rapide apparition de Cyrel, comme ça au moins vous avez tout le monde. Voilà, même si Cyrel est beaucoup moins intéressante que cette version de Supergirl. Voilà, la version officielle Kara, quoi. Puis c'est Michael Turner au dessin, c'est juste incroyable, quoi. Probablement l'une des meilleures histoires de Supergirl à ce jour. Geoff Johns présente Superman, tome 5. On est sur une histoire qui peut se lire en one shot, donc pas besoin de lire les 4 premiers tomes. L'histoire qui a servi de base aussi à une autre adaptation animée, dont on parlera également dans ce trombinoscope. Brainiac à l'origine de la destruction et de la disparition de Krypton. Vous avez l'origine story de Kara, en fait, qui est sensiblement la même que celle de Jeff Loeb. D'ailleurs, la Kara de Geoff Johns est sensiblement la même que celle de Jeff Loeb, c'est-à-dire qu'on a cette adolescente très asociale, en fait, tu vois, c'est-à-dire que presque condescendante vis-à-vis de l'espèce humaine, presque dédaigneuse, parce qu'elle se sent supérieure. Cela dit, ça ne l'empêche pas de servir, de la protéger, cette humanité, en fait, avec laquelle elle est obligée de vivre. Et j'aime beaucoup cette version de Kara, tout simplement, c'est ma version préférée. Même si, dans le comics, dans la version papier, je trouve que sa présence est moins importante que ce n'est le cas dans l'animé. Voilà. C'est Gary Frank au dessin, vous l'aurez remarqué, c'est juste sublime. Une histoire qui se lit très très vite et qui est excellente. En plus, c'est Brainiac, donc que demande le peuple. Le dernier, c'est la petite claquouse, la petite perle à laquelle je ne m'attendais pas, la petite gifle. Bam! C'est le Urban Link Supergirl. J'avais déjà énormément apprécié celui sur Catwoman qui s'appelait Under the Moon et dont j'ai parlé dans le trombinoscope sur Catwoman. Et force est de constater que j'ai adoré également celui-ci. Voilà. Alors qu'à la base, ça, c'est le genre de lecture qui ne s'adresse pas du tout à moi. Ça, c'est calibré pour un public féminin et un public relativement jeune. En gros, ça, c'est pour des adolescentes. Moi, du haut de mes 34 ans, le bouquin est censé me tomber des mains. Et ce n'est jamais le cas quand je lis du Urban Link, parce qu'en fait, on prend pas les gens pour des cons, on prend pas les adolescents pour des cons. C'est-à-dire que ça, c'est pas la CW, c'est pas les adolescents vus par le prisme des studios hollywoodiens, en fait, si tu veux. C'est des adolescents qui ont une vraie caractérisation, qui sont en train de devenir des adultes, qui sont obligés de composer avec toutes les problématiques de leur vie d'ado, au lycée, machin. Et on a une vraie caractérisation des personnages, c'est-à-dire que à aucun moment tu tombes dans les stéréotypes débiles. Tu vois, c'était peut-être ce que je reprochais finalement le plus au Under the Moon. C'était la caractérisation du père de Catwoman qui tombait clairement dans le cliché du mec alcoolique et brutal qui bat sa fille et sa femme. Là, pour le coup, on est à des années-lumière de ça. J'ai trouvé que tous les personnages qui composaient cette histoire étaient touchants, avaient quelque chose à raconter et surtout ne tombaient dans aucun stéréotype vu à ce jour, en fait. Voilà, à part éventuellement sa meilleure amie, mais encore. C'est pas aussi simple que ça. Et puis au dessin, c'est juste sublime. Regardez-moi ça. Putain, les gars, c'est plein de couleurs. On a ce contour très appuyé qu'on retrouve d'ailleurs dans les animés actuels d'ici, que j'aime beaucoup. C'est Joëlle Jones au dessin. J'adore ce qu'elle fait, cette demoiselle. Honnêtement, je suis un grand fan. C'est une artiste que j'ai découvert trop tardivement sur Selina Kyle Rebirth. Enfin, Catwoman Rebirth. Mais également un peu sur Batman Rebirth, sur la fin du run de Tom King. Et oh là, ça spoil. Donc doucement, on va rester dans les trucs du début, je pense, ou peut-être là éventuellement. Ouais, ça spoil, sévère tout ça, les petits gars. Regardez, ça c'est joli ça.
Bref, Joëlle Jones, j'adore son style. Pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est hissée dans mon palmarès personnel quelque part entre Sedgwick et Manapool, qui sont mes artistes préférés, pour le coup mes dessinateurs préférés. Joëlle Jones, je pense que ouais, sur mon podium personnel, elle est deuxième. Tu vois. Je trouve ça juste à se damner ce qu'elle fait, c'est incroyable. Est-ce que je peux vous retrouver un truc qui envoie du stécos là avant de terminer. Et donc, ben voilà, encore une histoire que je n'attendais pas. Supergirl, c'est pas un personnage que j'apprécie forcément, et donc aller lire un truc pour des adolescentes concernant Supergirl, vous imaginez bien que c'est comme quand j'ai acheté le Supergirl New 52, je faisais pas le fier en caisse. Je me suis dit déjà c'est du New 52 et en plus c'est du Supergirl. Puis en plus je savais qu'Urban avait décidé d'en publier qu'un seul parce que la suite était mauvaise, et enfin voilà. Pourtant ça m'a pas empêché, je veux pas dire d'apprécier ou de kiffer, tu vois, mais j'ai pas trouvé ça complètement détonnant, quoi, complètement nul. Ça, c'est vraiment le truc que j'attendais pas et qui m'a mis une petite claque. Vraiment, j'ai trouvé ça super cool. Il se passe une tragédie dans sa vie très tôt, et c'est... Je veux dire, toute l'émotion est palpable en fait, c'est ça qui est fort dans ce bouquin. Il y a des vrais sentiments, il y a... Tu vois, c'est triste, puis c'est plein d'espoir en fait. Puis c'est pas juste la transformation de Kara Zor-El, parce qu'en fait dans cette histoire elle n'est que Kara Zor-El, à aucun moment elle est Supergirl, hein. C'est une origin story. Et en fait c'est pas juste la transformation de Kara Zor-El en Supergirl, c'est tout le cheminement, toute l'évolution psychologique entre guillemets qui te font passer du stade d'adulte, enfin d'adolescent à d'adulte en fait. C'est ça qui est super bien fait quoi. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on ne prend pas les adolescents pour des cons dans les Urban Link, en tout cas dans les deux que j'ai lus. Alors, après on passe, donc ça c'était pour les lectures, pas énormément de choses, hein, mais comme je vous l'expliquais, on est sur de la VF, donc forcément il n'y a pas 36 000 choses à se mettre sous la dent. Si je ne vous conseille pas quelque chose, c'est soit que je ne l'ai pas lu, soit que je ne l'ai pas aimé. Voilà. Il se peut que... En animé, je suis obligé de vous parler de Superman, Batman, Apocalypse, voilà. Alors, vous en parlez très brièvement, c'est l'adaptation de l'arc Superman Batman 8, épisode 8 de Jeff Loeb, paru en 2004, dans lequel on a fait revenir Kara Zor-El à la vie, comme j'expliquais après ça. Enfin, quand je dis qu'on l'a fait revenir à la vie, c'est-à-dire qu'on a réintroduit le personnage dans la mythologie d'ici, en créant une nouvelle origin story, bien que fidèle au canon de 1959. Mais voilà, ça c'est l'adaptation en animé. C'est incroyable, c'est je pense, je peux le dire, c'est le meilleur animé avec le personnage de Supergirl à ce jour, parce que là-dedans, elle botte le cul de Darkseid en t-shirt, tu vois. Ça c'est... Voilà. Donc rien que pour ça. Puis alors au niveau des combats, je pense que ça c'est inégalé, mais vraiment. On a des combats mais d'une beauté, c'est spectaculaire, c'est ultra bourrin. Un des meilleurs animés à ce jour, Superman, Batman, Apocalypse. Donc je vous le conseille, Supergirl elle est incroyable là-dedans, elle est magnifique. C'est d'ailleurs pour moi ça, et donc l'arc de Jeff Loeb dont ça s'est adapté, c'est pour moi l'histoire qui sauve le personnage de Supergirl, voilà, qui la rend intéressante. Voilà. Et bien évidemment j'en parle beaucoup plus en détail dans le rotoscope concernant Superman, Batman, Apocalypse. Même constat, voilà, Superman contre Brainiac, c'est l'adaptation du fameux tome 5 Geoff Johns présente Superman, l'histoire avec Brainiac, qui est à l'origine finalement de la destruction de la planète de Krypton et puis de la fuite des Kryptoniens. C'est génialissime. C'est génialissime, c'est violent, c'est bourrin, c'est dynamique. Ça fait partie de ces grands animés qu'on n'a plus malheureusement à l'heure actuelle. Et on retrouve cette jeune Kara Zor-El farouche, mais déterminée, très courageuse, avec ce comportement presque, tu vois, elle est irrévérencieuse, et moi j'aime bien, quoi, tu vois. Tu sens que faut pas trop la faire chier, quoi. Et c'est ça que j'adore sur cette Supergirl. Une fois de plus, j'en parle beaucoup plus en détail dans le rotoscope en question. Et évidemment, la série animée de Bruce Timm, vous avez 6 épisodes là-dedans qui mettent parfaitement en avant le personnage de Supergirl dans sa version la plus classique. Ça date d'avant Jeff Loeb, hein, donc on est vraiment sur une version un peu plus sage du personnage de Supergirl.
Mais pourquoi pas, c'est d'une très grande qualité, on est sur la série animée de Bruce Timm, donc t'imagines bien que ça reste exceptionnel. Et puis en termes de jeux vidéo, l'Éternel Injustice 2, j'ai l'impression de vous en parler à chaque trombiloscope, mais c'est vrai que pour le coup, il faut savoir que Supergirl, ça a été le premier personnage présenté au public, voilà, dans le roster de Injustice 2, parce qu'il n'était pas présent dans le premier Injustice. Donc ça a été une des nouveautés du 2, cet ajout de Kara. Elle est magnifique là-dedans. Dire le Kara design, il est juste sublime. Elle a les cheveux coupés au carré. Elle a une putain de tenue. Et puis alors elle a des movesets, les petits gars, c'est incroyable. Et alors une cinématique de kill qui est aux petits oignons. Voilà. Si j'étais moins feignant, je vous mettrais des images au montage, mais honnêtement, je préfère que vous découvriez ça par vous-même en vous procurant Injustice 2. Si vous voulez jouer avec Kara, vous allez prendre votre pied. Très très bon jeu, même si je sais pas y jouer. Voilà, mais je kiffe quand même. Écoutez, c'est terminé. On va passer au classement. Alors, au dernier trombinoscope, on vous demandait de voter pour... je vous demandais, parce que je suis tout seul. Je vous demandais de voter pour Captain Cold et sa place dans le classement. Classement qui est juste ici. Moi personnellement je l'avais mis entre l'Épouvantail et Silver Swan en 10e position. Et vous avez donc voté nombreux, vous avez été 27 à voter. Le plus gentil d'entre vous, le plus indulgent, l'a placé en 3e position. Quant au moins indulgent, il l'a placé en 10e position, c'est-à-dire la même position que moi, avant-dernier, juste avant Silver Swan. 27 votes, j'ai établi une moyenne. Et j'ai trouvé la somme de 8,48, arrondi à 8,5, et de ce fait, Captain Cold se place entre Atrocitus et l'Épouvantail. Mais la règle des trombiloscopes veut qu'un personnage ayant une moyenne avec un et demi, en fait, c'est-à-dire pile poil le milieu entre deux places, eh bien, la règle veut qu'il y ait un versus, en fait, un duel créé pour déterminer qui est le meilleur que l'autre. C'est-à-dire que là, en fait, on est censé placer Captain Cold derrière Atrocitus et devant l'Épouvantail, mais étant donné que 8,5 c'est le juste milieu avec l'Épouvantail, eh bien, il y a un duel entre ces deux personnages. Donc aujourd'hui, je vous demande de voter en plus de la place de Supergirl dans le classement. Je vais vous demander de voter pour ce fight entre Superman, pas du tout, entre l'Épouvantail et Captain Cold. Je vais y arriver, je te jure, je vais y arriver. Voilà, versus, duel, bam. Et lors du prochain trombinoscope, on saura qui de l'Épouvantail ou de Captain Cold se place devant l'autre, tout simplement. Donc voilà, écoutez, maintenant on va placer Supergirl. Je regarde le classement. Alors Supergirl, moi c'est un personnage, vous savez, qui m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que c'est un ersatz. Voilà. Quand je dis un ersatz, c'est un sidekick qui épouse la même iconographie que le personnage dont il est le sidekick. Et j'ai beaucoup de problèmes avec ces persos, moi, tu vois. Tout ce qui est Batgirl, les Speedy, tu vois. Quand on change le sexe d'un personnage ou la couleur de la tenue ou l'âge pour en créer un nouveau, moi, j'estime que c'est du fumisme, en fait. J'estime que c'est du foutage de gueule, tu vois. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune créativité dans le processus... il n'y a aucune imagination, en fait, dans le processus créatif du personnage, tu vois. Voilà, Speedy, excuse-moi du peu, quoi. Batgirl... Alors, Robin, c'est encore pas tout à fait pareil, parce que Robin, il épouse pas la même iconographie que Batman, tu vois. C'est pas Bad Boy, quoi. Il a un costume rouge, un R, voilà. C'est encore à peu près différent. Mais là, Supergirl, à la base, sur la version canonique, on est quand même sur le même costume, la même origin story, mais exactement la même, hein. Quasiment le même nom du père, tu sais. On est sur la même idéologie du personnage. Je te parle pas de la version de Jeff Loeb, je te parle de la version de Kara classique. Enfin, c'est Superman, mais en fille, donc Supergirl. Je trouve que c'est d'un foutage de gueule absolu, ce truc, tu vois. Voilà. En 59... quand Otto Binder crée Supergirl, déjà on le voit avec ses précédents essais, hein, il cherche à tout prix à surfer sur le succès de Superman, et en fait, il s'emmerde pas vraiment le gars, hein, il crée comme Mary Marvel, tu vois. D'ailleurs c'est le créateur de Mary Marvel, je vais y arriver, qui a créé Supergirl. C'est le même processus de création.
Moi, c'est pas du génie tout ça. Ben, c'est mon avis. Hein. Donc j'ai beaucoup de mal avec ces personnages, et Supergirl, c'est pas un perso vers lequel je vais aller naturellement. Tu vois, c'est-à-dire que là, je me suis un peu forcé, je me suis un peu sorti les doigts pour faire ce trombinoscope. J'étais pas forcément emballé à l'idée de le faire, mais je voulais en parler parce que je me suis rendu compte que j'avais vu pas mal d'animés avec elle, notamment la série animée. J'avais lu pas mal de choses en VF dans lesquelles elle avait un rôle assez important, donc je me suis dit c'est le moment d'en parler de Supergirl. Et puis il y a ce Being Super aussi que j'ai trouvé super. Bref, cela dit, un personnage avec lequel j'ai énormément de mal, et je vais la placer. Tu vois, limite, je préfère Mera, parce que Mera, je trouve que c'est pas une aqua girl en fait, Mera. Tu vois, là, elle a pas la même origine, elle a pas la même tenue, elle a pas les mêmes pouvoirs, elle a pas le même tempérament. Tu vois, c'est là où tu vois la différence entre ces deux personnages. Alors, par contre, on a Green Arrow, là. Green Arrow, il me fait chier, il est beaucoup trop haut, ce connard. Hein. Putain, sans déconner. Ah putain, limite, je préfère Supergirl à la Green Arrow. Mais par contre, je peux pas mettre Supergirl devant Green Arrow parce qu'elle serait devant Lois Lane. Et moi, je préfère largement Lois Lane, je vous le dis. Je préfère Atrocitus aussi. Je préfère grandement l'épouvantail à Supergirl. Mais alors là, je dirais même pas de débat. Et puis, je préfère Captain Cold. Je préfère Captain Cold à Supergirl parce que Captain Cold, aussi ringard qu'il puisse paraître, au moins, lui, il est unique dans son style, tu vois. Et puis lui, c'est pas un ersatz de Mr. Freeze parce qu'il a été créé avant. C'est une variation du premier super vilain frigo, entre guillemets, qui existait, hein, qui était un ennemi de la GSA dans les années 40. C'est le glaçon. C'est une variation, mais il n'a pas le même costume, il est encore différent. Donc Captain Cold, il a un truc qui est bien à lui. Il a été magnifié par Geoff Jones d'ailleurs, en plus. Et là, on arrive sur Silver Swan. Et là, Silver Swan, c'est compliqué. Hein. Déjà parce que je trouve que ces versions sont toutes pétées. Même à la limite Vanessa Capatelis, pourquoi pas, mais alors Valérie Baudry, et puis l'autre qui était avant, Hélène Machin, Alexandros, c'était nul. Je préfère quand même Supergirl à Silver Swan, mais pour une seule raison, c'est la version de Jeff Lowe, reprise par Geoff Jones dans son Superman Brainiac. Voilà, cette Supergirl farouche, effrontée, voilà, un peu rebelle, tu vois, j'aime bien ce tempérament explosif qu'a le personnage. Mais c'est grâce à Jeff Lowe si Supergirl n'est pas dernière en fait, tout simplement. Donc voilà, pour moi, elle est là juste avant Silver Swan. Je vous rappelle les règles. 1. Vous votez pour le versus. Vous préférez Captain Cold ou alors vous préférez l'épouvantail, vous me le dites, et comme ça, le vainqueur, celui qui a le plus de voix, se hissera devant l'autre classement. Et puis bien évidemment, vous votez pour la place de Supergirl, et je le répète à chaque épisode parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Le classement tel qu'il est là, hormis ceux pour lesquels je vous demande de voter, pour tout le reste, le classement il est figé. Voilà, donc vous imaginez qu'ici c'est un bloc de pierre, voilà, que j'ai taillé les noms au burin. En fait, on peut pas les changer les noms. C'est pas je fais mon classement et je fais ma popote, tu vois, je fais pas ce que je veux en fait. Le classement, là, il a été déterminé par l'ensemble de la communauté, il est figé, hormis pour Supergirl, pour Captain Cold et l'épouvantail qui peuvent interchanger leur place. Supergirl peut avoir n'importe quelle place dans le classement, mais c'est les seuls personnages pour lesquels on va voter et pour lesquels on va avoir, sur lesquels on va avoir le pouvoir de déterminer une place. Bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'espère que j'ai rien oublié. Quoi qu'il arrive, c'est trop tard. Ciao les zincs, et je vous dis à la prochaine. Et surtout, putain, j'allais oublier le principal. Ne votez pas dans la section de chat, bordel de merde. C'est-à-dire que là, je vais diffuser ça en direct, là, je sais plus comment ça s'appelle, mon cul sur la commode, diffusion live. Ok, il y aura le chat. D'ailleurs, je serai présent dans le chat, on pourra parler, on pourra se marrer. Ok, mais par contre, ne postez pas vos choix, vos votes dans le chat. Mettez-les dans la section commentaires afin que ça reste figé pour le coup. J'aime bien quand les choses sont figées, moi, tu vois. Voilà. Ciao les zincs. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Un truc qui m'a demandé pourtant des semaines et des semaines. Je sais pas,